D'abord, bonjour à tous. Je suis très content d'être là. L'école 42, c'est un projet que je trouve absolument génial. Je suis d'autant plus fier d'être parmi vous. Aujourd'hui, je viens vous parler d'apps mobiles et en particulier d'un truc que j'appelle le body language des apps. Le body language des apps, c'est tout ce qui n'est pas du language. C'est tout le non-verbal d'une app. On va voir que c'est très important. C'est tout ce qui n'est pas du texte dans une app et qui va faire qu'au final, les utilisateurs d'une application vont se sentir bien ou pas dans une app. Okay. La raison pour laquelle je suis là, c'est pour ce chiffre, 90%. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais environ 90% des applications sont utilisées une fois et jetées à la poubelle après. Supprimer des iPhones. C'est un vrai drame en fait, parce que du coup, votre effort de développeur, le mien, dans 90% des cas, il passe à la poubelle. Toute l'idée de cette conférence, c'est d'essayer de vous donner des pistes pour faire diminuer ce 90%, faire augmenter la rétention des applications. Et surtout, comment être, en tout cas dans celles qui ne sont pas jetées à la poubelle, comment développer des applications qui ne vont pas être supprimées des smartphones de vos utilisateurs. Donc c'est un petit peu ça qu'on va détailler ensemble. Mais avant tout, je voudrais me présenter en quelques phrases, très brièvement. Je m'appelle Olivier Berny, j'ai cofondé il y a 5 ans une société qui s'appelle Lunabi. C'est un studio de développement d'applications. Un studio de développement un petit peu particulier au sens où on développe des applications pour des tierces, pour d'autres entreprises, mais on développe également nos propres applications. Et c'est comme ça qu'on a commencé. On a commencé il y a 5 ans en développant une application qui est un password manager. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un gestionnaire de mot de passe. En fait, quand on a commencé de développer ce gestionnaire de mot de passe qui s'appelle OneSafe, il y a 5 ans, ça ressemblait à ça, un gestionnaire de mot de passe. Donc ça ne nous faisait pas super rêver, on va dire. Le look and feel là, c'est quand même pas très sexy. On s'est attaqué à ce problème de sécurité informatique qui était vraiment pas très sexy, et on a développé une application qui ressemblait à ça. Et au moment où on a sorti notre application, on a eu des centaines d'utilisateurs qui nous ont dit waouh, votre application c'est la plus belle de mon téléphone, c'est la plus belle de mon iPhone. Et ça nous a fait très plaisir. Ça nous a surpris aussi parce qu'on ne se serait pas attendu à un tel feedback de la part d'utilisateurs d'une solution de sécurité informatique, ce qui finalement n'est pas un sujet hyper sexy, quoi. Depuis, on est régulièrement mis en avant par Apple comme sélection de l'App Store via cette application OneSafe que vous connaissez peut-être. On en est très fiers et donc on a décidé de mettre toute cette expérience qu'on a, de prendre un problème qui n'est pas sexy et de le rendre sexy dans une application. On a décidé de mettre cette expérience au service d'autres entreprises, donc créer un studio de développement. Donc c'est ça dont je viens vous parler. Comment on fait une app qui a un super body language. Je ne suis pas là pour vous dire quelles apps vont marcher ou quelles apps ne vont pas marcher. J'en sais rien. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est comment on prend un problème et d'essayer de vous donner des tips and tricks sur comment on fait une app qui soit agréable à utiliser, agréable pour l'utilisateur. Et donc, du coup, que l'utilisateur revienne utiliser cette app et qu'il y ait un fort taux de rétention de l'application. Le taux de rétention, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est vraiment le nerf de la guerre dans les applications mobiles. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir avoir un grand nombre d'utilisateurs à un moment donné. Alors donc, je vais énoncer trois critères qui, selon moi, sont importants pour faire d'une app, pour faire qu'une app ait un super body language. Le premier critère, c'est une interface doit être naturelle pour moi. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là qu'elle réponde aux interactions de l'utilisateur et qu'elle réponde aussi rapidement que possible, aussi fréquemment que possible, si possible tout le temps même, et qu'elle réponde d'une manière qui soit plus ou moins attendue en fait. L'idée, c'est de ne pas essayer de surprendre l'utilisateur, ou en tout cas pas trop le surprendre, ou si vous le surprenez, d'une manière qui soit très facilement compréhensible. Donc répondre à l'utilisateur le plus fréquemment possible. Qu'est-ce que ça veut dire? Le premier point, ça veut dire que les interfaces qui sont statiques, en fait, il faut oublier.
Les interfaces qui sont statiques, c'est vraiment pas agréable à utiliser en fait. C'est vraiment pas agréable à utiliser. Donc, si je vous donne un petit exemple, donc je vais essayer d'illustrer tout au long de la présentation ce que je vous raconte avec des applications que j'ai prises du store, en essayant de vous montrer des choses à faire et des choses à ne pas faire. Donc, vous connaissez peut-être cette application qui s'appelle IFTTT. C'est une application qui permet à des non-développeurs d'automatiser des choses. Ça veut dire if this, then that. Et en gros, c'est une façon d'automatiser des choses autour des réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc si vous avez un nouveau follower sur Twitter, alors envoyez-lui un email ou des actions de ce type-là. Et donc cette application a ce qu'on appelle un onboarding. Donc la première fois que vous ouvrez l'app, vous voyez quelque chose et ça ressemble à ça. C'est hyper sympa parce qu'en fait, quand vous slidez avec votre doigt, il y a des animations qui se passent et vous voyez en temps réel l'application interagir quand vous scrollez dessus. Donc là, c'est hyper sympa. Et si par contre, ces gens-là qui ont développé cette super app avaient fait quelque chose qui ressemble à ça, vous voyez, tout de suite, c'est quand même vachement, c'est beaucoup moins compréhensible. On ne se rend pas compte de la continuité entre les écrans. C'est beaucoup moins agréable à utiliser. Donc les interfaces statiques, ça ne fonctionne pas. Enfin, ça fonctionne pas bien. Autre exemple d'interface dynamique que je vais vous montrer, c'est quand j'ai installé iOS 8 sur mon iPhone la première fois. Je ne sais pas vous, mais j'ai fait cette animation de scroller vers le bas pour faire apparaître le champ de recherche. Je l'ai fait, je sais pas, 10 fois de suite peut-être. J'ai trouvé ça hyper génial, en fait, hyper addictif. C'est super de voir, de voir votre iPhone qui réagit. En fait, simplement, vous scrollez vous slidez vers le bas. Là, vous voyez toutes les icônes qui se floutent. Le truc, c'est hyper fluide, en fait. Et c'est vraiment, je trouve que ça crée quelque chose, ça crée une connexion avec l'application que vous ne pouvez pas créer si on faisait apparaître de but en blanc comme ça, d'un coup, ce formulaire de recherche, ça ne ferait pas du tout la même sensation. Pour vous dire à quel point c'est important, je pense, la gestuelle et les animations dans une application, je ne sais pas s'il y a des fumeurs parmi vous, enfin si, je sais qu'il y en a d'ailleurs. Et donc, est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui était accro au patch de nicotine ? Bah non, ça n'existe pas, quoi. Et pourtant, il y a plein de gens qui sont accros à la cigarette. C'est quoi la différence ? C'est le geste. Et là, c'est vraiment la même chose dont on parle, c'est-à-dire que c'est important de développer dans vos interfaces utilisateurs une gestuelle, de faire des gestes à vos utilisateurs. Et c'est ça qui va quelque part créer une sorte d'addiction, exactement comme pour la cigarette. Alors ceci dit, on voit encore des apps hyper connues qui ont des interfaces qui sont statiques. Et vraiment, je trouve ça dommage. Par exemple, Evernote. Quand vous arrivez sur cette homepage d'Evernote, vous essayez de slider, vous essayez de faire des choses, il ne se passe absolument rien, quoi. Il faut cliquer sur un bouton, il faut cliquer sur un élément pour qu'il se passe quelque chose. Et je trouve ça vraiment dommage parce que c'est très très simple finalement de résoudre ce problème et de transformer une interface qui est complètement statique en une interface juste qui réagit en utilisant dans énormément de cas simplement le framework, en l'occurrence ici iOS. Donc tout simplement, vous mettez tous vos éléments de menu dans une table view et puis du coup, je peux slider, ça slide, je relâche la table, elle remonte comme ça toute seule, il y a un petit effet d'élastique, c'est un peu sympa et vraiment ça fait toute la différence. Alors donc, c'est important que l'application réponde à l'utilisateur parce que ça permet aussi de simplement dire à l'utilisateur « Eh oh, c'est bon, je suis l'app et je suis là, quoi ». Donc quand je la touche, elle répond tout de suite. Et c'est important parce que ça permet simplement à l'utilisateur de savoir que l'app n'est pas buggée en face de lui à attendre quelque chose, etc. Donc, mais non seulement c'est important de répondre, mais en plus, c'est important de répondre d'une manière qui soit relativement attendue. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Alors, un petit contre-exemple ici qui est tiré de Google Maps, quelque chose qui est légèrement perturbant en termes d'interface graphique. Vous voyez en haut, il y a une flèche vers la gauche, et quand je clique sur cette flèche, l'écran descend. Alors, dans la mesure du possible, quand vous développez des interfaces et que vous faites des transitions entre les écrans, essayez, quand il y a une flèche, de faire en sorte que l'animation se passe dans le sens de la flèche. Ici, c'est dommage parce que la flèche pointe vers la gauche. Vous cliquez sur une flèche vers la gauche, il n'y a rien qui se passe vers la gauche, mais vous avez tout l'écran qui descend. Donc typiquement, genre de petite
petite chose qu'il faut avoir en tête en permanence, c'est essayer de faire des animations qui soient cohérentes, qui donnent des indices à l'utilisateur, mais qu'on suive ces indices ensuite. Donc flèche vers la gauche, si possible faire un truc qui bouge vers la gauche. Moi j'aurais mis une flèche vers en bas par exemple, ou une petite croix ou quelque chose, mais certainement pas une flèche vers la gauche avec en l'occurrence une view ici qui descend vers en bas. Alors dans le cas de Google Maps, c'est pas très grave parce que c'est d'abord parce que c'est Google et puis ensuite c'est vrai qu'il faut avouer que leurs apps sont quand même plutôt très très bien faites. Après il y a des cas dans lesquels c'est un peu plus grave. Alors j'ai pris cet exemple d'application qui a été développée par Milka qui s'appelle Biscuit Saga. Je ne sais pas si vous connaissez, elle est restée pendant un petit moment dans le top des apps les plus téléchargées en France. Et alors cette app, d'un point de vue animation et ergonomie, d'ailleurs, toutes les personnes à qui j'ai parlé de cette app, ils m'ont dit « Ah ouais, je l'ai téléchargée, puis je l'ai effacée tout de suite ». Donc comment ça se passe pour cette app si on va dans le onboarding de cette app? Alors d'abord, j'arrive sur un écran là qui est totalement statique, qui ne bouge pas, qui ne répond pas. Donc bon, au bout d'un moment, je me dis il doit falloir appuyer sur la flèche qui est là. Donc c'est ce que je fais. J'arrive sur un deuxième écran, absolument aucune transition, il n'y a rien qui se passe. Donc les écrans ne sont pas liés les uns aux autres. Je ne comprends pas vraiment où est-ce qu'on veut m'amener. By the way, je lis absolument pas le texte. J'imagine que vous, c'est pareil. En réalité, ce qui se passe, c'est que dans la plupart des applications, un texte de plus de 4 mots, personne ne le lit. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Personne ne lit jamais les textes dans une application. C'est pour ça d'ailleurs que le body language et tout ce qui est de l'ordre du non-texte est si important. Donc je parcours mon onboarding, j'avance de flèche en flèche. Voilà, et puis là je me dis, ah super, je vais pouvoir commencer, il y a un gros bouton au milieu qui s'appelle créer, super, je vais pouvoir commencer. Je clique sur ce bouton, rien ne se passe. Rien ne se passe parce qu'en fait c'est juste une copie d'écran de ce que je vais pouvoir voir plus tard si jamais j'arrive à la fin du onboarding un jour. Donc je continue d'appuyer sur la flèche, et là enfin je peux continuer. Et là, pan, sans me prévenir, hop, pop-up, qui m'empêche encore d'arriver dans l'application. Et puis finalement, enfin, je peux arriver dans l'application. Donc vous voyez un petit peu, en termes d'expérience utilisateur, à quel point c'est dommageable ici. J'ai tout un onboarding que je ne regarde pas, qui n'a aucune transition, qui ne me donne aucun indice sur ce que je vais trouver, sauf à lire le texte. Mais bon, personne ne le fait, donc voilà. Et enfin, j'arrive sur l'application, et encore, j'arrive même pas sur l'application, j'arrive sur un écran qui me dit tu peux customiser ton avatar. Bon, mais non, je veux jouer avec l'application, j'ai téléchargé un jeu, je veux jouer. Donc voilà. Enfin, j'arrive dans l'app. Alors là, j'arrive dans l'app, voilà ce que je trouve. Et là, réflexe, comme tout un chacun, je slide. Je regarde ce qui se passe quand je slide dans l'application. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça slide, effectivement, donc ouf. Mais par contre, il n'y a aucun effet d'élasticité, il n'y a aucun effet d'inertie. Il n'y a rien du tout, c'est juste, je slide, ça bouge, ça suit complètement mon doigt, ça ne vient pas se repositionner tout seul là où il faut. Et ça, c'est un autre truc auquel il faut faire attention quand vous développez des applications, c'est que, en fait, Apple et Google placent la barre tellement haut en termes d'ergonomie, en termes d'habitude pour les utilisateurs, que si à un moment donné, vous faites un morceau d'interface qui est très loin du standard du système, automatiquement, les utilisateurs vont être déçus. Et là, c'est ce qui se passe. Je slide, mais bon, il n'y a rien vraiment de sympa qui se passe. Alors ensuite, je clique sur un des jeux. Donc là, j'arrive sur un nouveau onboarding pour m'expliquer. Après m'avoir expliqué l'application, on va m'expliquer que dedans, il y a 50 jeux. Et donc, pour chaque jeu, il me faut une explication. Et alors là, autre chose qui n'est pas vraiment telle que je me serais attendu en tant qu'utilisateur bien gentil, c'est le bouton back. Le bouton back, ils l'ont mis en haut à droite. D'habitude, il est en haut à gauche. Ce qui fait qu'en fait, je l'ai cherché 5 secondes pour le trouver. Plutôt que automatiquement cliquer sur le bouton back en haut à gauche, qui est toujours en haut à gauche. Donc je me pose pas la question. Mais là, je suis un petit peu... Donc ça, c'est autre chose auquel il faut faire attention. Et quand je dis essayez de faire en sorte que votre application réponde selon les standards, réponde de manière attendue, c'est typiquement ce genre de choses. Le bouton back, c'est en haut à gauche. Il n'y a juste pas à réfléchir, en fait.
Voilà, bon, après, je pourrais vous raconter plein de choses sur cette application-là. Donc, vous voyez le bloc de texte dans lequel il faut la scroller carrément pour arriver à tout lire. Bref, donc évitez à tout prix ce genre de choses parce que les gens ne lisent pas les longs textes. Donc voilà. Alors, ceci dit, c'est pas parce qu'on répond selon les normes, selon les standards d'un système, qu'on ne peut pas faire des choses un petit peu innovantes, qu'on ne peut pas faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Par exemple, cette application ici qui s'appelle Buffer, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est une application qui vous permet en fait de bufferiser des choses que vous voulez publier sur les réseaux sociaux. Donc vous entassez des tweets, vous en entassez 50 par exemple, et puis l'application va ensuite les distiller au fur et à mesure aux heures à laquelle elle a identifié que c'était le plus efficace de tweeter. Donc voilà, vous créez une stack de tweets, et puis petit à petit elle va se consommer aux heures qui vont bien, quoi. Donc c'est une super application, extrêmement successful en ce moment. Et donc, en plus de vous faire un buffer de tweets, cette application vous fait des suggestions sur des choses que vous pourriez tweeter, qui pourraient être en accord avec ce que vous êtes, etc. Donc là, voilà une liste de suggestions. Pour chacune des suggestions, je peux soit les ajouter à mon buffer, soit les ignorer. Et là, ils ont repris un standard qui est hyper utilisé dans le monde des applications. Je slide vers la gauche pour supprimer ou pour annuler, je slide vers la droite pour ajouter. Donc ils ont repris ça d'une manière qui leur est propre, c'est-à-dire que cette cellule-là, ce morceau de UI, c'est propre à Buffer, mais par contre, ils utilisent les standards. Et ce qui fait que moi, en tant qu'utilisateur, quand j'arrive dans l'app et que je veux jouer avec les suggestions, bah, instantanément, je n'ai pas besoin de me poser la question, je sais instantanément ce qu'il faut que je fasse. Autre application qui est super bien faite, à mon sens, c'est l'application Twitter. Donc ça c'est la page d'un compte utilisateur dans Twitter. Donc vous voyez qu'il y a un header, une en-tête un petit peu, avec l'avatar de l'utilisateur, son nom qui est affiché comme un titre, une petite description, etc. Puis en dessous, il y a une table avec tous les tweets qui potentiellement peut être longue, on peut scroller dedans. Donc d'habitude, ce qui se fait dans le standard, c'est qu'on affiche le titre en haut dans la barre, ici, là où il y a ma flèche, dans la barre de navigation. Or, eux, pour des raisons graphiques, ils se sont dit, bah non, ça va pas être sympa si on affiche le titre ici, parce qu'on a envie d'en dire un peu plus sur l'utilisateur. Et donc, on va équilibrer un peu mieux la page, mettre le titre en dessous. Mais pour autant, ils ne dérogent pas à la règle de mettre le titre en haut, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe si je scrolle? Alors, regardez bien, hop, petite animation qui fait que le nom d'utilisateur qui est le titre, évidemment, de la page que je suis en train de voir, la page de l'utilisateur en question, il vient se caler dans la barre de navigation tout en haut. Et là, je retombe complètement sur mes pattes. Je suis dans un univers connu. Je comprends instantanément de quoi il s'agit. Bouton back en haut à gauche. Donc là, pas de surprise. Alors, dernière chose dont je voudrais vous parler, en termes d'animation naturelle, d'interface naturelle, c'est un exemple de l'application Skype, vous connaissez certainement. Et donc, quand je clique sur un de mes contacts dans Skype, hop, il y a une fenêtre qui arrive. Et je ne sais pas si ça vous le fait, mais quand j'ai ouvert cette application la première fois et quand j'ai vu cette animation la première fois, je me suis dit qu'elle avait un petit côté pas très naturel, en fait. Elle a un petit côté pas très naturel parce que donc, quand la page arrive, elle arrive un petit peu comme un coup près. Elle arrive hyper vite. Vous voyez ce que ça fait? On a l'impression que ça démarre lentement et puis blam. Et en fait, ça c'est un thème que je voudrais aborder rapidement avec vous. C'est ce qu'on appelle le easing en termes d'animation. Et donc c'est la manière dont sont accélérées ou ralenties les animations dans une interface. Alors il y a différents types. Il y a différentes façons d'accélérer une animation dans une interface. La première façon qui est évidente pour tout le monde quand on fait une animation, c'est de dire l'animation se développe linéairement par rapport au temps. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est là, il bouge à vitesse constante et il arrive à son résultat. Mais ça, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas très naturel. On ne voit jamais ce genre d'animation dans la nature. Dans la nature, en général, quand on fait un geste, soit il commence vite, il finit lentement, ou alors il commence lentement, il s'accélère.
Vous avez des choses comme ça qui se passent. Et donc, dans l'application Skype, en l'occurrence, qu'est-ce qui se passait? L'animation commençait doucement et finissait très rapidement. Et ça donne un petit effet un petit peu de coup près, quoi. Ou alors d'un truc qui tombe. Donc, c'est un petit peu lourd. Et pour certains effets, ça marche très très bien. Mais en général, dans une interface graphique, dans une animation, l'effet qu'on a envie de rendre et ce qu'on a envie de communiquer à l'utilisateur, c'est le fait que l'application soit hyper réactive, donc que l'animation démarre très vite, et puis qu'ensuite, sur la fin, elle s'amortisse parce qu'on est là quand même pour faire quelque chose en douceur, quoi. On est là pour faire des applications un peu smooth. Et donc, typiquement, en termes de easing, ce que je vous recommande, c'est ce genre d'accélération plutôt. Donc, une animation qui commence très vite, on donne l'effet d'une application qui est très réactive, qui répond instantanément, et ensuite qui s'amortit sur la fin. Et c'est d'ailleurs ce que la plupart des systèmes implémentent, en particulier Apple. Il y a, je ne sais pas si c'était pour iOS 8 ou iOS 7, ils ont fait tout un pataquès autour de leur animation Spring. Et donc c'est exactement ça. Ça commence très vite, et puis ça s'amortit et ça finit tout doucement. Voilà, après, bon, il existe plein de façons de faire ce genre de choses, mais les grandes tendances, c'est ça. Donc, une interface, une application, elle doit être naturelle. Naturelle, elle doit répondre instantanément aux sollicitations de l'utilisateur et répondre d'une manière qui ne soit pas choquante, qui soit quelque part attendue pour l'utilisateur. Deuxième critère pour développer une app qui est un super body language, c'est faire en sorte que votre application inspire la confiance. Alors, vaste sujet que d'inspirer la confiance, et donc je le décline en quatre éléments, 4 choses que vous pouvez mettre en place dans une application, dans une interface pour inspirer la confiance. Premier élément, faire qu'une interface soit cohérente, donc la consistency. Deuxième élément, faire qu'une interface soit claire. Quand on a une interface en face de nous qui est claire, et du coup on a l'impression de la contrôler, d'en avoir le contrôle, et donc on peut lui faire confiance. Troisième point, dans la mesure du possible, essayer de faire des interfaces qui soient customisables, que l'utilisateur puisse vraiment s'approprier. Et enfin, faire une interface qui respecte l'utilisateur, en particulier qui respecte sa vie privée, on va le voir. Alors, premier point sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est la cohérence. Alors la cohérence, évidemment, dans une interface, c'est d'abord avoir, si possible, une police de caractères et une seule. N'utilisez pas 50 polices de caractères différentes pour faire une interface, parce que sinon, en général, c'est un petit peu perturbant, surtout quand c'est fait de manière un peu aléatoire, quoi. Tiens, là, je vais mettre 15 points, et puis là, je vais mettre 18 en gras, et puis là, je vais mettre de l'italique, et puis... Enfin, essayer de faire quelque chose d'assez cohérent au niveau des polices, essayer de faire quelque chose de cohérent au niveau des couleurs aussi, etc. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est aussi faire une interface qui soit cohérente au niveau des animations, par exemple. Alors ça, c'est une application qui a été développée par l'Association française de l'assurance. Je voudrais vous montrer ce que ça peut donner qu'une animation qui n'est pas cohérente. Quand je lance l'application, donc ça permet de faire des constats à l'amiable en voiture, vous savez, quand vous avez un accident. Donc je lance l'application, je fais commencer, et puis finalement je dis non, c'est pas ce que je veux faire, j'annule. Et là, regardez ce qui se passe quand j'annule, ça slide encore vers la même direction. Donc je commence, je slide vers la droite, là je comprends, je vais dans quelque chose. Mais quand j'annule, je m'attendrai à revenir en arrière. Ok ? Et là, ce qui se passe, c'est que je ne vais pas en arrière, je vais en avant encore. J'avance, je vais en avant, j'annule, je continue d'aller en avant. Et là, en tant qu'utilisateur, c'est un petit peu bizarre quand on voit ça, donc, parce qu'on a l'impression quelque part d'avoir une application qui indéfiniment peut aller en avant et ça n'inspire pas confiance. Donc la cohérence dans les animations, c'est typiquement ce genre de choses. Quand vous faites une anime et que vous faites son contraire, faites vraiment son contraire. Enfin, quand vous faites une action et que vous faites l'action contraire, faites l'animation contraire qui va avec. Ça aide vraiment aux utilisateurs à se repérer. Des fois, je vois aussi des applications. Quand on commence un truc, on slide vers la droite, et puis pour fermer, ça part vers en bas. Ça, c'est en tant qu'utilisateur, c'est complètement perturbant en fait d'avoir affaire à des interfaces comme ça, parce qu'on ne sait pas vraiment où on est. Alors, je reprends l'application Biscuit Saga, et là, donc, je voudrais parler un petit peu des notifications, et c'est ce que j'entendais par respecter l'utilisateur et respecter sa vie privée.
quand j'ai ouvert l'application Biscuit Saga, en fait, la première fois, j'ai pas tout de suite eu le onboarding à tiroir qui m'expliquait ce que c'était que l'application Biscuit Saga, mais d'abord, avant même de savoir ce que faisait l'application, avant même d'avoir fait rien du tout, poum, j'ai un pop-up qui me dit « Est-ce que tu acceptes les notifications de Biscuit Saga ?» Donc, faites attention avec les notifications parce que ça, c'est un truc typiquement qui est relativement intrusif. C'est-à-dire que derrière, ça fait vibrer mon iPhone à chaque fois que j'ai une notification. Et quand vous demandez à un utilisateur, avant même qu'il ait touché votre application, de lui envoyer ce genre de notification, c'est pas du tout respectueux, si vous voulez, de sa vie privée ou en tant qu'utilisateur parce que du coup, vous faites un truc hyper intrusif là, avant même qu'il sache ce que fait votre application. Donc, dans la même série, une application qui s'appelle Écran verrouillé, qui permet en gros de customiser son home screen. Quand je l'ouvre la première fois, paf, elle me fait un truc pareil. Est-ce que j'accepte les notifications de écran verrouillé? Donc là, évidemment, bon, moi, dans la plupart des cas, je ne sais pas vous, mais je clique refuser. Donc en plus, c'est un drame pour l'application parce qu'une fois que ça, c'est refusé, derrière, il faut aller dans des paramètres. Enfin, c'est un cauchemar pour faire accepter, in fine, les notifications par l'utilisateur. Donc faites bien gaffe. Donc là, je clique refuser parce que je ne connais pas l'application, je ne sais pas ce qu'elle fait, donc je n'ai pas idée de savoir si je veux recevoir ou non des notifications venant d'eux. Et puis tout de suite après, pan, je me prends j'ai une page de pub pour une autre application qui développe. Donc là, je me dis, bon, j'ai bien fait de refuser la notification, mais surtout, ça ne peut pas marcher. Il n'y a aucune raison, il n'y a aucune chance que je clique sur télécharger ici. Je ne connais pas l'application, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je sais juste qu'elle a essayé de me violer sur place en me demandant de m'envoyer des notifications avant même que je vois cette application. Et là, en plus, elle m'envoie une page de pub. Donc, pardon ? Ils ont mis des petites paillettes, c'est vrai, c'est pas faux. Mais en fait, ça change pas grand-chose, je pense. Enfin, sûrement qu'ils auront certainement fait plein d'A/B testing et puis mesuré qu'avec des paillettes, ils augmentent de 5% la conversion du bouton télécharger, etc. Mais bon, moi, personnellement, je trouve ça un peu dommage. C'est vraiment le genre de truc qui est pas du tout respectueux de l'utilisateur au final. Donc il y a plein de techniques ensuite pour faire accepter les notifications aux utilisateurs. Donc, et la première, plein de techniques qui tournent toutes autour de expliquer aux utilisateurs ce que vous allez leur notifier, quoi. Mais ne leur demandez pas de but en blanc les notifications de cette manière. Alors une des techniques qu'on a mis en place dans notre application OneSafe, donc là c'est notre application OneSafe, donc le gestionnaire de mots de passe dont je vous parlais au départ. On s'est posé longuement la question de savoir comment on allait notifier nos utilisateurs des nouvelles fonctionnalités dans l'application. Et évidemment, une option, c'était de leur faire une notification quand ils ouvraient une nouvelle version de l'app pour la première fois et de leur dire hey, « regardez, il y a plein de nouvelles fonctionnalités, là, ne passez pas à côté, vous allez voir, c'est super ». Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que quand un utilisateur ouvre notre application OneSafe, en réalité, dans la plupart des cas, il s'en fiche de savoir les nouvelles fonctionnalités. C'est juste qu'il veut utiliser l'application pour un truc dont il sait déjà qu'elle fonctionne pour ça. Et donc, finalement, on a décidé simplement de mettre un petit 1 ici, dans le menu en bas, le petit badge qui dit « Ah, il y a un truc qui mérite votre intérêt. Allez le voir, mais quand vous avez le temps. » Donc, on a fait ça. Et puis, on a guidé l'utilisateur, en fait, via les menus, par ce petit macaron 1, donc ici en haut, jusqu'à l'amener à qu'est-ce qui se passe de nouveau dans cette version 3.1.1. Et en fait, je peux vous dire que ça fonctionne hyper bien. On n'a pas du tout été intrusif pour l'utilisateur. Et pour le coup, on a 10 000 vues par jour de cette petite vidéo watch, de cette petite vidéo qui explique les nouveaux features qu'il y a dans cette version 3.1. Donc, dans la mesure du possible, essayez d'informer les utilisateurs, mais ne soyez pas trop intrusifs. Essayez de respecter leur bon vouloir dans le cadre d'une interface. Et ça, je vous garantis que ça va créer une relation de confiance entre l'utilisateur et votre application. Autre chose, essayez de donner aux utilisateurs des hints, des indices sur ce qui va se passer dans l'application. Et ne faites pas le contraire, c'est-à-dire, en gros, là ici c'est une application,
Donc je suis connecté, j'ai un compte, je peux me déconnecter en utilisant le bouton en haut à droite. Et là, qu'est-ce qui se passe quand je clique sur le bouton? J'ai aucun feedback immédiat. Donc ça fait une requête sur un serveur quelque part qui va me déconnecter. Et là, je reçois ensuite le fait que bah oui, j'ai bien été déconnecté, mais a posteriori. Donc j'ai un message qui n'est pas très joli, hein, ça c'est une chose, mais qui me dit vous avez été déconnecté du service. Bon bah typiquement, quand vous faites une application de ce type-là, plutôt que de faire un message a posteriori, faites-le a priori. Est-ce que vous voulez vous déconnecter du service? Oui, non. Plutôt que d'attendre et de le faire ensuite. Parce que ça, typiquement, genre de truc qui ne donne pas vraiment confiance à l'utilisateur. Il n'a pas l'impression d'être en contrôle de ce qu'il fait, puisque vous faites d'abord le truc, et après vous lui dites c'est bon, ça a été fait. Bah oui, mais attends, moi c'est pas ça que je voulais faire. Donc voilà. Et enfin, donc, une des raisons qui a fait que notre application OneSafe a très très bien marché, et une des raisons qui a fait que plein d'utilisateurs nous ont expliqué que c'était une super application, en fait, donc après avoir fait nos petites recherches, on s'est rendu compte que vraiment c'était le fait qu'ils pouvaient customiser à fond toute l'interface et vraiment se l'approprier. Là, on parle d'une application qui stocke les mots de passe, donc la relation de confiance, c'est vraiment quelque chose qui est primordial dans le cadre d'une application de ce type-là. Et en fait, tout est customisable. C'est-à-dire que je peux fabriquer des petites cartes, je peux décider de leur fond, comment elles sont, est-ce qu'elles sont bleues, oranges, blanches, vertes, etc. Je peux customiser ici le background sur lequel sont affichées mes petites cartes. Et puis, je peux même customiser la couleur, entre guillemets, principale, ce qu'on appelle la tint color. Donc je peux même customiser ça et avoir les boutons dans la couleur que je veux dans l'application. Et ça, c'est vraiment, ça marche vraiment très très bien. C'est quelque chose vraiment qui va inspirer la confiance de vos utilisateurs parce qu'ils vont pouvoir s'approprier l'application. Voilà, donc faites des interfaces qui inspirent confiance, faites des interfaces qui sont cohérentes à tous les niveaux, faites des interfaces qui sont le plus claires possible, qui sont customisables dans la mesure du possible et surtout qui respectent la vie privée de vos utilisateurs, qui respectent leur bon vouloir et qui n'essayent pas de leur refourguer tout un tas d'applications dès la première ouverture. Donc on a vu qu'une interface devait être naturelle, on a vu qu'une interface devait inspirer la confiance. Et le troisième point qui pour moi est important, c'est qu'une application, elle doit être focalisée. C'est le focus. Il faut vraiment qu'elle ait une seule action principale et que tout soit fait dans l'application pour guider l'utilisateur dans cette action qu'il va faire via votre application. Et ça, c'est ce qui va permettre en fait, de développer ensuite une interface qui soit naturelle, qui inspire la confiance, etc. Parce que quand on a une seule action, un seul objectif, du coup, tout devient limpide, tout devient clair. Donc ça, c'est vraiment hyper, hyper important. Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'applications où on se rend compte que ce n'est pas vraiment le cas. Et du coup, c'est pas très naturel à utiliser. Donc l'application Milka, par exemple, que je vous montrais tout à l'heure, c'est typiquement ce genre d'exemple. Après, il y a plein de situations qui peuvent faire que, en particulier, ce que j'imagine dans l'application Milka, c'est que chez Milka, il disait on veut qu'il y ait telle fonctionnalité, telle autre, telle autre, telle autre. Et puis il y a l'autre, il y a un autre groupe d'utilisateurs qui voudrait aussi qu'on rajoute un jeu comme ci, comme ça. Et puis il y a le monsieur de l'IT qui voudrait que les utilisateurs absolument y mettent leur email, et puis etc. Et donc en fin de compte, la personne qui développe l'application pour Milka, elle est obligée de rajouter plein de fonctionnalités pour arriver à satisfaire tout le monde. Et ça, c'est un truc sur lequel je voudrais vraiment attirer votre attention. En tant que développeur, il y a des fois, c'est important, je pense, que vous sachiez dire non, on ne va pas mettre ça dans cette application, on fera une autre application si besoin, on mettra telle autre fonctionnalité plus tard, ou on va voir comment les utilisateurs répondent déjà à un truc très simple. Essayez vraiment de push back quand vous sentez que le truc est en train de tourner à une application hyper compliquée. N'hésitez pas à faire entendre votre voix de développeur et dire non, stop, ça va être trop compliqué, après les utilisateurs ne vont rien comprendre. Il faut garder les choses hyper simples. Et puis vous allez voir que du coup, c'est souvent plus facile à coder en plus, quoi. Et alors, il y a un truc qui marche très très bien quand on développe des interfaces. C'est la règle des 80-20. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce truc. C'est un classique de chez Classic, mais ça marche tellement bien. En gros, 20% des fonctionnalités vont couvrir 80% du besoin.
20% des causes génèrent 80% des effets. Et c'est un truc qui est toujours valable. Donc, quand vous développez une application, concentrez-vous sur les 20% importants et le reste, vous ne le mettez pas. Et si besoin, vous l'ajoutez plus tard dans un petit setting, dans un petit coin un peu caché, mais concentrez-vous vraiment sur ces 20%. Alors, exemple d'application qui pour moi n'est pas très focusée, c'est, vous la connaissez peut-être tous, l'application de la RATP. Bon, quand j'ouvre la homepage de l'application de la RATP, il y en a partout en fait. Il y en a partout. Il y a 150 fonctionnalités qui sont dans cette application. Et j'imagine que c'est la RATP qui a voulu une application comme ça. Mais je pense vraiment que c'est la dernière chose à faire. Alors en plus, quand je slide un peu sur les côtés, je me rends compte qu'il y en a encore d'autres qui étaient cachées, encore d'autres fonctionnalités qui étaient cachées. Quand j'essaie de cliquer sur ces boutons au milieu, là, quand je clique sur Schedule, ça slide sur la droite, ça m'affiche toute une... Quand je clique là, ça slide sur la gauche. Enfin, c'est vraiment... c'est le bazar, quoi. Il y en a de partout. Donc l'application, par ailleurs, est relativement bien faite, elle est relativement fluide. Mais c'est vrai que quand j'ouvre cette page, une app RATP, moi je m'attendrais à ce qu'elle me dise où tu vas. Et c'est tout. Et peut-être avec une petite option quelque part pour dire oui, mais je ne vais pas partir de là où je suis, je vais partir de tel autre endroit, quoi. Mais vraiment, c'est tout. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir. Donc, et tout le reste, le reléguer au second plan. Mais là, j'ai plein de fonctionnalités, plein de boutons à cliquer, même un peu de pub pour m'inscrire sur un truc MyRATP. C'est vraiment pas une application qui est focusée. Et d'ailleurs, si vous allez voir le rating sur l'App Store de l'app RATP, je peux vous dire qu'il n'est pas très bon. Donc c'est pas vraiment... c'est pas un mystère ici. Les utilisateurs ne comprennent pas l'application. Alors, autre application, c'est pareil. Donc ça, c'est une application qui est faite par une société qui s'appelle DigiSchool, qui est en fait une bibliothèque de documents en ligne partagée. Et alors là, c'est pareil. Il y en a partout. Il y a une bannière en haut avec des choses. Enfin, manifestement, ils ont essayé de recopier un petit peu l'App Store. Mais c'est un peu raté, quoi. Il y en a partout. Il n'y a pas vraiment de grande cohérence dans les typos. Il y en a de plein de couleurs, de plein de tailles différentes. Et puis, il y a des choses, on ne sait pas trop à quoi elles servent dans l'interface. Il y a des petites étoiles, là. J'ai cherché vraiment un moment, avant de faire cette démo, j'ai cherché à quoi pouvaient servir les petites étoiles. Elles ne servent à rien, c'est juste de la déco un petit peu. Donc ça, c'est pareil. Avant de faire de la déco dans une interface, faites-la d'abord simple. Et voyez si tout rentre, si c'est suffisamment... après, essayez de faire de la déco si vous voulez, mais en général, il n'y en a pas besoin, quoi. Donc évitez la déco. Pareil, la table qui est là, donc les cellules n'ont pas la même taille les unes et les autres. Donc j'imagine que ça, c'est un designer qui s'est dit, tiens, je vais faire un truc original, ça va être super. Bon, après, c'est subjectif, mais c'est un petit peu dommage, parce que on se demande à quoi ça sert en tant qu'utilisateur. En fait, ça sert à rien. C'est juste de la déco. Donc, mais c'est tentant. C'est tentant de faire des choses comme ça quand vous développez une application. Mais résistez à cette tentation et faites les choses les plus simples possibles. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux marcher. Voilà. Et ensuite, donc quoi qu'il arrive, quand bien même votre application propose plein de fonctionnalités, essayez toujours de mettre en avant les fonctionnalités les plus utilisées. Essayez de récolter du feedback sur l'utilisation de l'application et ensuite de mettre en avant celles qui sont les plus utilisées. Donc quand on a sorti notre application OneSafe au départ, on pouvait créer des nouveaux mots de passe, évidemment, donc via le petit menu plus. Et du coup, donc on avait toute une liste de modèles préconfigurés. C'est quoi ton type de mot de passe que tu veux créer? Est-ce que c'est pour un site web, une messagerie, un chat, un email, des identifiants d'ordinateur, etc. Et puis l'utilisateur clique sur site internet et là rebelote tout un tas de modèles, etc. Et on s'est rendu compte au bout d'un moment que dans 95% des cas, les utilisateurs voulaient simplement créer des identifiants pour un site web. Le truc hyper simple. Et du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis en avant dans notre application, de sorte que en un seul clic, l'utilisateur ici, donc si je reclique plus, je peux faire directement site internet. Et là,
je passe plus dans tout ce workflow avec des modèles différents, des choses, etc. J'accède directement sur l'interface qui me permet de créer un nouveau mot de passe pour un nouveau site web. Donc essayez aussi en permanence faire ce travail quand vous faites une application et quand vous la faites évoluer, de regarder quelles sont les fonctionnalités qui sont les plus utilisées par vos utilisateurs et de les mettre en avant, de simplifier la vie de vos utilisateurs, de faire en sorte que pour ces fonctionnalités-là, ils puissent aller droit au but. Voilà. Et enfin, en ce qui concerne les animations, pour revenir aux animations, évitez, donc de la même manière, soyez focusés, évitez les animations hyper shiny de ce type-là, donc l'effet de glaire ou encore des choses... évitez ce genre d'animation parce que en fait, ce que vous allez faire en faisant ça, c'est que vous allez focaliser l'utilisateur sur un truc qui est encore une fois de la déco et qui n'est pas réellement ce que vous voulez faire passer comme message ou ce que vous voulez que l'utilisateur fasse dans votre application. Préférez plutôt des choses relativement sobres, voilà, de ce type-là. En fait, ce qu'on dit de manière générale, c'est qu'une application elle doit être fluide, elle doit être animée, tous les écrans doivent s'enchaîner de manière smooth, mais par contre, ça doit être quasi invisible pour l'utilisateur. Et en fait, plus c'est invisible, mieux c'est presque. Ça veut dire que du coup, c'est hyper fluide et qu'on ne va pas quitter le focus, l'action numéro 1 pour laquelle votre application est développée. Voilà, donc je résume les 3 critères qui, selon moi, font qu'une application, une interface a un super body language. 1, naturel. 2, inspirer la confiance. Et 3, focaliser sur une action principale. Alors, c'est compliqué de faire ça, en fait. Donc là, je vous ai donné tout un tas de critères, mais en fait, arriver à le faire et le faire bien, c'est compliqué parce qu'on a, tous nos penchants, on a tous envie de mettre de la déco, du Chrome dans nos applications. On a tous en tête que toutes les fonctionnalités sont importantes. Et oui, mais il y a un tel qui m'a dit que lui, il aimerait bien utiliser mon application pour faire un truc qui a totalement rien à voir, mais quand même, j'aimerais bien le mettre là. Mais si on développe le feature A et pas le feature B, et ben on va perdre 20% de nos utilisateurs parce qu'ils seront pas satisfaits, etc. Donc c'est vraiment un travail d'équilibriste. En fait, il faut arriver à bien gérer ça. Et donc je vais vous donner deux astuces qu'on applique chez Lunabi pour arriver à faire ce travail. Alors le premier truc, c'est qu'on ne porte pas ce genre de chaussures. Et pour être plus sérieux, le deuxième truc, enfin, ce qu'on fait de manière pratiquement systématique, c'est qu'on essaie de prototyper un maximum toutes les interfaces qu'on fait. Et ça permet de les tester. Alors d'abord, c'est quoi un prototype ? Je ne sais pas si ça vous arrive dans le cadre de projets d'avoir à prototyper des interfaces. Donc c'est quoi un prototype ? C'est n'importe quoi qui peut fake votre application. En fait, qui peut donner à un utilisateur potentiel l'impression qu'il est en train de manipuler une application. Ensuite, vous allez pouvoir lui poser des questions. Donc ça peut être typiquement ce genre de choses. Et d'ailleurs, on fait ça souvent, gomme, crayon de papier, on dessine des interfaces, et ça marche hyper bien en fait. Et ça permet de poser des questions à des utilisateurs potentiels de vos interfaces, et ça vous permet de vous rendre compte de qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui n'est pas important. Ça vous permet de focaliser sur les 20% du principe de Pareto qu'on a vu tout à l'heure. Donc, testez vos idées via des prototypes. Donc, ça peut être vraiment, encore une fois, un bout de papier, un crayon, et ça peut être des choses plus élaborées. Et ça vous permet aussi, quand vous prototypez des interfaces, d'avoir de nouvelles idées. Parce que quand vous allez aller voir vos utilisateurs et que vous allez leur poser des questions, et ben, ils vont vous donner certainement un peu du feedback et ils vont certainement vous suggérer des idées. Donc l'idée, vous faites des prototypes et puis vous demandez à vos utilisateurs ensuite, est-ce que vous savez comment faire telle action via mon application ? Et là, vous écoutez les réponses. Est-ce que c'est naturel pour vous de faire telle fonctionnalité, telle fonction de l'application ? Et puis comment on peut le faire mieux ? Et c'est là que potentiellement, ils vont vous donner des idées. Donc vous allez voir vos utilisateurs, vous leur posez ce genre de questions. Et alors surtout, quand vous faites des prototypes et que vous les soumettez à des utilisateurs, surtout, n'essayez pas de défendre ce que vous avez fait. Ce n'est pas du tout le but.
vous risqueriez de couper la communication. Et ce que vous avez envie de faire ici, c'est de récupérer du feedback. D'accord ? Donc vraiment, n'essayez pas de justifier ou vous posez des questions, vous récupérez du feedback et ensuite, après, vous faites le tri pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de justifier, quand vous montrez quelque chose à l'utilisateur, des choix que vous avez faits quand vous avez construit votre interface. Alors, il existe une myriade d'outils de prototyping sur Internet, et de plus en plus. Il y en a un nouveau qui sort tous les jours, pratiquement. Donc, il y en a des plus ou moins orientés design, des plus ou moins orientés code. Il y en a qui sont web, il y en a qui ne sont pas web. Enfin, donc, si ça vous intéresse, vous ferez votre choix. Moi, je vais vous en présenter deux qu'on utilise chez Lunabi. Enfin, je vais vous parler de deux outils. Le premier, c'est quelque chose qui s'appelle InVision. C'est une web app qui est très très bien faite. Ils viennent de sortir une nouvelle version d'ailleurs qui est vraiment top. Et en fait, l'idée, c'est tout simple. Vous uploadez des écrans de votre application, donc des images. Et ensuite, vous pouvez définir des zones d'interaction sur ces images. Et puis, vous pouvez faire tester ça à vos utilisateurs via une web app. Donc, c'est hyper simple. C'est une web app qui tourne sur tous les desktops du monde et tous les smartphones du monde. Et donc, ça vous permet de checker en fait, si les enchaînements dans votre interface se font de manière bien. Donc, au niveau des transitions, c'est que des choses très très standards. Donc, je slide vers la gauche, vers la droite, je monte, je descends. C'est des trucs très très basiques. Mais finalement, ça suffit pour vous rendre compte si l'enchaînement des actions est cohérent, si on comprend de quoi il s'agit, etc. Donc, c'est le premier outil qu'on utilise. Et le deuxième outil, ça va peut-être vous surprendre, c'est Keynote. Vous connaissez Keynote ? Donc, c'est l'outil avec lequel j'ai fait cette présentation. Donc, à la base, ce n'est pas du tout un truc pour faire des prototypes. En fait, ça marche plutôt pas mal. Et ça marche plutôt pas mal pour faire des animations un peu custom, des choses qui sortent des standards. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, je vais vous montrer en live pourquoi. Donc, je prends un Keynote. Alors, comment ça fonctionne ? C'est très simple. Je me crée une nouvelle présentation qui a l'aspect ratio plus ou moins d'un écran de smartphone. Et puis ensuite, l'idée, c'est tout simple. C'est vous prenez un screenshot d'une interface qui ressemble un peu à ce que vous voulez faire. Vous la mettez dans Keynote. Et puis là, il y a deux outils dans Keynote qui, vous allez voir, sont géniaux pour faire des petits prototypes vite fait. Le premier outil, c'est que vous pouvez masquer des images, tout ou partie. Alors, zut. Donc, par exemple, j'ai envie d'utiliser juste la navigation bar de ce morceau d'application. Hop. Donc là, je crée une application en live. Donc, admettons que je veuille... Voilà, admettons que je veuille faire une application comme ça qui ressemble à un truc de chat. Donc je peux masquer. Et le deuxième outil qui est génial, et qui permet de faire vraiment des prototypes très très efficacement et des prototypes d'interface graphique, c'est quelque chose, c'est une transition en fait entre différents slides qu'ils appellent Magic Move. Et ce truc-là, c'est tout bête, ça va interpoler tous les éléments entre les deux slides. Enfin, ça va faire qu'ils vont se déplacer pour arriver à prendre leur position, leur alpha, leur machin, d'un slide à l'autre. Donc, je vais pouvoir faire bouger d'un slide à l'autre très facilement des éléments. Donc, admettons que j'ai une app de chat comme ça, et quand je clique sur la première cellule ici, je voudrais que, mettons, la photo se grossisse, et puis j'accède à peut-être une page de profil qui ressemble un petit peu à ce que je vous ai montré sur Twitter. Donc, comment je fais ça ? Assez simplement, je vais prendre mon image ici, puis je vais la masquer avec un ovale, avec un rond en fait. Pour le coup, voilà. Ensuite, je vais la copier dans mon deuxième écran, et je vais la grossir. Voilà. Puis on va dire que ça, en fait, j'en ai plus besoin. Je mets le petit texte ici. Donc mon utilisateur s'appelle Julien L. Voilà. Pardon,
excusez-moi, c'est le réflexe de faire CTRL S. Et là, si je fais un preview, en fait, qu'est-ce qui se passe? Hop, j'ai mon truc qui fait ce à quoi je m'attendais, c'est-à-dire, en gros, mon image, elle est partie de ici en petit, et puis ça s'est zoomé. Alors, c'est encore pas super. Enfin, disons, peut mieux faire. Par exemple, je peux avoir envie que pendant mon animation, cette table-là qui est là, ben, mettons qu'elle s'en va en slidant vers en bas. Et puis mon Julien, j'ai peut-être envie qu'il arrive de la gauche. Et là, si je rejoue mon anime, je vous la fais en plein écran pour le... Hop, et voilà. Donc, évidemment, ça c'est un cas très très simple, mais c'est pour vous montrer que, en fait, là, je ne sais pas si vous m'avez chronométré, mais je pense que j'ai mis 45 secondes à faire ça. En 45 secondes, avec Keynote, vous êtes capable d'essayer un petit peu ce que ça peut donner que votre animation quand ensuite vous allez la développer. Je peux vous dire que ça prend plus de 45 secondes de développer ça, même si vous êtes des superstars du code. Ça prend un peu de temps, quoi. Ça prend un peu de temps. Donc voilà ce que je voulais vous montrer avec Keynote. Donc comment prototyper. Puis ensuite, là évidemment on l'a joué au ralenti, donc c'est pour ça que c'est pas super. Mais évidemment vous pouvez l'accélérer pour vous rendre un peu mieux compte de l'effet que ça fait. Hop, et voilà. Ok. Bon, j'en avais préparé d'autres hein, pour l'occasion. Donc si vous vouliez par exemple faire une application autour de l'école 42 avec hop, on peut faire tout un tas d'effets hyper simplement en 3 slides, quoi, en 3 copier-coller. Voilà, juste une petite parenthèse en ce qui concerne les outils de prototyping. Il y a pas mal d'outils de prototyping qui vont vous vendre le fait que bah ouais, dans ces outils-là, vous pouvez faire du code. Alors si vous voulez savoir ce que j'en pense, c'est que en fait, ça ne sert à rien parce que si réellement vous voulez écrire du code pour prototyper des applications, bah, utilisez Xcode, sur iOS en tout cas, ça va beaucoup plus vite. Et puis, c'est du code qui est réutilisable après quand vous faites la vraie application. Donc, tout ce qui est outil de prototyping qui utilise du code, pour moi, autant faire du code directement dans le langage que vous allez choisir pour développer votre application. Alors, si je résume ce que je vous ai raconté, les interfaces statiques, c'est nul. Une bonne interface, elle est naturelle, elle inspire la confiance et elle est focalisée sur un but bien précis. Les animations, il faut faire attention, il faut qu'elles soient faites de manière presque invisible, de manière très fluide en tout cas. Et puis, il faut les faire de manière à ce que les animations soient réciproques. Quand vous allez quelque part, pour en revenir, c'est l'animation réciproque, etc. Donc, il faut qu'il y ait une grande cohérence dans les animations. Et enfin, c'est super facile de prototyper des petits morceaux d'animation, en particulier en utilisant Keynote. Ça prend vraiment 30 secondes et ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Et ça peut permettre à vos utilisateurs de vous donner, ça peut vous permettre à vous plutôt d'avoir vraiment des choses un peu concrètes à montrer quand vous développez une application, des morceaux d'interface. Et donc ça vous gagne ensuite beaucoup de temps quand vous codez votre application parce que ça vous permet de la faire le mieux possible du premier coup. Voilà. Si vous voulez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou autres. Enfin, je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions maintenant, évidemment, mais si vous voulez noter mes coordonnées pour plus tard. Et j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Il y a un micro qui est là. Ah, pardon. Olivier Berny, sinon vous me trouverez. Alors, je crois qu'il faut que tu dises ta question dans le micro, parce que c'est enregistré.
Ouais, donc j'ai juste une petite question. Enfin, j'ai téléchargé l'application. Ouais. Est-ce que je voulais savoir si c'était un choix ou pas, parce que j'ai voulu exporter mes anciennes données. Il y a une partie via je sais plus quoi en français, et en dessous les documents en anglais, genre. Et j'ai vu 2-3 petits trucs dans l'application comme ça où c'est Des il y problèmes a, de traduction? ouais, enfin des traductions en fait, des trucs comme ça. Alors, je pense pas que ce soit un choix, non. D'accord. C'est peut-être un oubli, ou c'est peut-être ton iPhone est en anglais ou Non, en français. il est en français. Non, bah ça doit être un oubli, je pense. D'accord. Je m'excuse. Alors, donc pour la petite histoire, on a un fichier de traduction .strings qui doit faire, je sais pas, 30 000 lignes. Donc c'est possible qu'il y ait eu un petit oubli par-ci par-là. Mais bah, si tu as le texte exact, si tu peux me l'envoyer par email, c'est super. On corrigera ça dès la prochaine version. Si. Ouais. Vous avez... Ouais. Ouais. Si vous pouvez le faire passer, ouais, c'est top. Oui, moi je voulais savoir si vous avez déjà essayé de penser à ce qui était possible en termes d'interface pour tout ce qui est montre connectée, parce qu'il y en a de plus en plus qui arrivent, et on peut imaginer déjà 10 000 façons de faire quelque chose de propre, quoi. Alors pour moi, la première question qui se pose au niveau des montres connectées, c'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est pas évident comme sujet, parce que la montre, c'est un truc qu'on a tout le temps devant soi, mais à la fois on peut pas faire grand chose sur une montre et on n'a pas beaucoup de place, c'est compliqué. Donc nous, de notre expérience avec les montres connectées, on essaie toujours de trouver des choses sympas qu'on pourrait faire sur l'Apple Watch. Pour l'instant, on a quelques idées, mais aucune qui nous a semblé suffisamment pertinente aujourd'hui pour faire des choses donc sur Apple Watch. On a quelques idées dans les tuyaux, mais sans plus. Par contre, on a développé en partenariat avec Withings. Je ne sais pas si vous connaissez sûrement Withings. Donc, ils ont une montre connectée, mais qui est un petit peu différente des autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'interaction possible avec la montre. C'est une montre, quand vous la voyez, c'est une montre à aiguille, toute standard. Mais elle a plein de capteurs, cette montre. Et en particulier, elle est connectée en Bluetooth avec votre iPhone. Et donc, on a développé un petit truc pour notre application OneSafe. C'est une fonctionnalité simplement qui fait que quand vous éloignez la montre de votre iPhone, ça ne marche plus. Voilà. Donc, il y a en fait, en gros, techniquement, quand ça marche, l'encryption qui est utilisée dans OneSafe dépend, entre autres, de l'identifiant Bluetooth de la montre. Et donc, sans la montre, c'est impossible de décrypter les données. Donc ça, c'est une utilisation à laquelle on a pensé. C'est vrai que la montre, c'est un truc qui est très intime, en fait, qu'on a tout le temps sur soi. Et donc ça permet de faire des petites choses comme ça. Ça nous semblait pertinent. Après, voilà, pour l'instant, on n'a pas vraiment d'autres fonctionnalités qui nous semblent... Je ne sais pas si ça répond à ta question. C'était plus en termes d'interface et justement d'interaction avec l'utilisateur, mais ouais. Oui, c'est le problème qui se pose, quoi. Bah alors là, ouais, Apple a fait pas mal de choses, hein, quand même. Ils ont mine de rien, ils ont quand même vraiment dans l'Apple Watch. Moi, j'en ai pas, mais mes associés en ont, et c'est vrai qu'ils la portent, alors qu'ils portent pas de montre. Donc, du coup, je me dis que ça doit être utile. Et il y a des petites choses un peu sympas. Là, il faut faire intervenir pas mal d'intelligence artificielle, en fait. Il y a des trucs un peu sympas. Par exemple, quand vous recevez un texto, vous pouvez répondre en 3 clics sur la montre à ce texto, parce qu'il y a des réponses toutes faites qui analysent en fait le texte du texto qui entre, qui analysent le texte, et qui ensuite font des réponses toutes faites pertinentes par rapport à ce message. Donc, s'il y a par exemple une date, les réponses toutes faites vont être OK, j'arrive, ou si la date est proche par exemple, ou alors c'est bon, je suis dispo, ou des choses comme ça. Donc tout ça tourne un petit peu autour de ce qu'ils font avec Siri, en fait. Et je pense que c'est là qu'on va vraiment pouvoir utiliser les montres de façon pertinente, c'est en mettant beaucoup d'intelligence pour que les réponses proposées, les choix proposés via la montre soient hyper simples. Mais c'est un petit peu ce qu'on constate. Je pense que ça, c'est une tendance générale, c'est-à-dire les objets sont de plus en plus miniaturisés et à la fois de plus en plus intelligents. Et c'est le fait qu'ils soient de plus en plus intelligents qui permet de les miniaturiser, parce qu'ils sont de plus en plus contextuels, en fait.
la différence entre un logiciel type... Enfin, vous ne pourriez pas imaginer Word sur un iPhone, quoi. Mais parce que Word, ça répond à un grand nombre de contextes d'utilisation dans le cadre du boulot, par exemple. Et donc, sur un iPhone, il faut être beaucoup plus focalisé, mais on peut le faire grâce au fait que l'iPhone, il est plein de capteurs et il sait où on est, il sait quelle heure il est dans la journée, il connaît la météo, il connaît plein de choses. Et donc, grâce à ça, ça permet aux applications d'être hyper contextuelles et d'être pertinentes, et donc finalement d'arriver à rentrer sur un tout petit écran. Et pour la montre, je pense que c'est la même tendance en fait. Donc l'idée, c'est vraiment d'arriver à mettre la montre pleine de capteurs, et pleine d'intelligence, de sorte de proposer vraiment des choix très simples à l'utilisateur, quoi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Non, alors c'est vrai qu'on nous pose souvent la question. Non, on n'est pas vendu à Apple. Pour autant, alors un petit bémol, parce que la dernière version d'Android, ça commence à être vraiment sympa. Mais avant, franchement, en termes d'ergonomie, en termes d'animation, en termes du UX, ils sont quand même en avance, quoi, sur les autres. Et le framework est en avance, en fait, le framework de développement. Et donc c'est pour ça qu'on est très Apple. Et puis bon, on a commencé à développer sur des iPhones. Donc, alors justement, Material Design change la donne, en fait. Material Design, pour moi, c'est clairement c'est un game changer. Donc c'est-à-dire que aujourd'hui, on peut faire, pour moi, des applications aussi sympas sur Android en utilisant Material Design que ce qu'on fait sur iPhone. Et le framework est aussi performant, en fait. Avant, le problème sur Android, c'est que pour faire une table view, par exemple, c'était juste ça, une table view qui se load, une table view infinie, par exemple, ou ce genre de choses, c'était déjà un cauchemar, quoi. Fallait aller faire des trucs multithreadés dans tous les sens, etc. Alors que sur Apple, c'était pratiquement natif dans le framework. Donc c'est en ça que je veux dire qu'Apple permet vraiment en termes du X des choses, enfin permettait. Aujourd'hui, il y a plein de choses qui sont packagées dans Material Design et qui sont faites de manière, je pense, très pertinente et très performante. Donc c'est vrai que ouais, je pense. Outre le fait de la flèche de retour, c'est vrai. Vous avez d'autres questions? Bon. Bon, bah super. Et ben merci à vous. Et puis bonne continuation pour vos projets.